Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant les vacances? D'abord, je me suis fait une orgie, j'étais tout seul chez moi pendant la première semaine. Je me suis fait une orgie culturelle avec plein de bouquins et puis des DVD et je bougeais pas de mon lit ou du canapé. Vraiment, tout ce que j'avais, enfin pas tout, mais une partie de ce que j'ai pas pu lire cet automne. Et donc, entre autres, il y a quelqu'un qui était passé, un jeune qui était passé à l'Assemblée et qui m'avait conseillé de lire les écrits politiques de Victor Hugo, donc j'ai suivi son conseil. Je trouvais ça vachement intéressant, plein de phrases super bien. Je veux l'influence et non le pouvoir. Pas mal, non? À propos de Napoléon III, je pense, il sait l'art de maintenir une nation dans un état mixte et lamentable, qui n'est pas la mort mais qui n'est plus la vie. Il appelle cela gouverner. Donc je me suis amusé. Prenez garde, ce n'est pas votre apaisement qu'on veut, l'apaisement n'est que dans la satisfaction du droit, ce qu'on veut c'est votre léthargie, c'est votre mort. Et on sait très bien qu'on est adepte de Labajon et que son mot d'ordre est est-ce qu'on est en démocratie? Non. Est-ce qu'on est en dictature? Non. On est en léthargie. Donc voilà, Labajon, Hugo, même combat. Mais là-dedans, il y a un texte qui m'a plus particulièrement marqué, qui est un texte qui s'appelle Les caves de Lille. Je crois que c'est en 1848. Victor Hugo est invité par le frère d'Adolphe Blanqui, par Adolphe Blanqui, un économiste plutôt libéral, aller faire un tour à Lille de la situation des corons, quoi. Et il y va. Il se rend à Lille et il décrit les courettes resserrées dans de hautes masures, pleines de miasmes stagnants, encombrées d'immondices, les fosses d'aisance à côté des puits. Il parle des chiottes et il écrit un discours là pour l'Assemblée nationale il dit mon Dieu, comme il prévoit que d'avance on va lui faire des remontrances sur le fait qu'il parle des chiottes, il dit mon Dieu, ce n'est pas le moment de chercher des délicatesses de langage. Et après il parle des fenêtres des gens à l'Assemblée nationale. Je demandais à une femme de la rue Bois-Saint-Sauveur: pourquoi n'ouvrez-vous pas les fenêtres? Elle m'a répondu: parce que les châssis sont pourris et qu'ils nous resteraient dans les mains. J'ai insisté: vous ne les ouvrez donc jamais? Jamais, monsieur. Il parle des fenêtres à l'Assemblée nationale. Donc voilà, après il dit voilà, vous ne croyez pas? Il dit au député: ah, eh bien dérangez-vous quelques heures, venez avec nous incrédules, et nous vous ferons voir de vos yeux, toucher de vos mains les plaies saignantes de ce Christ qu'on appelle le peuple. Alors, ce qui m'a vachement intéressé là-dedans, c'est que un petit détail, il y a une présentation de chaque texte, c'est que ce texte n'a pas été prononcé à l'Assemblée nationale. Et je me suis interrogé, pendant mes vacances de Noël, comment se fait-il que Victor Hugo ait écrit ce discours, ce long discours, et qu'il ne l'a pas prononcé? J'ai écrit à l'universitaire qui présente les notes, Franck Laurent, qui est, il me semble, professeur de lettres au Mans, je crois, qui a écrit la préface et tout ça. Et on a eu un échange, il m'a donné un début d'hypothèse, comme quoi, en fait, Hugo, là, il est dans un moment où il voit que le principal danger, c'est la dictature qui peut arriver de l'empereur Napoléon III, enfin du futur empereur de Bonaparte, il faut lier, y compris les riches, les libéraux, le patronat. Il faut les garder avec et faire une alliance de classe, parce que le principal danger c'est la dictature. Voilà, donc c'est son hypothèse. Et moi en fait, si je me suis intéressé à ça, c'est que j'avais une autre hypothèse. Et dans nos échanges de mails, il ne me l'a pas affirmé. Franck Laurent, il m'a dit oui, c'est tout à fait possible que ça soit ça. Qu'est-ce que c'est mon hypothèse? Mon hypothèse, c'est qu'il est hautement inconvenant de venir évoquer les chiottes et les fenêtres à l'Assemblée nationale. Le réel n'a pas sa place à l'Assemblée nationale. Et on voit très bien que dans l'écriture de ce texte, Hugo sait qu'en rapportant ces choses, ces éléments populaires au sein de l'hémicycle, il va heurter. Il va heurter non pas par le langage qu'il emploie, c'est un beau langage qu'il emploie, mais par le fait qu'il évoque des réalités aussi vulgaires, aussi basses, aussi communes. Ça ne se fait pas. Évidemment, la comparaison me vient immédiatement avec ma propre situation, parce que je pense qu'au-delà du maillot, quand bien même j'aurais pas le maillot, le fait de parler de la salle des fêtes de Haucourt-sur-Somme et de la musique qu'on y passe, ça ne se fait pas à l'Assemblée nationale. Le fait de parler concrètement de comment sont attachés les gens en psychiatrie, ça ne se fait pas à l'Assemblée nationale. Donc voilà. Et
J'aurais voulu en fait qu'on tourne cette vidéo au musée d'Orsay. Bon, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas le temps. Voilà. Pourquoi? Parce que en lisant ça, et en fait déjà en pensant à ma situation, je pense à une toile de Courbet, qui est l'enterrement à Ornans. C'est une toile qui a choqué. Pourtant, on n'y voit pas une chatte en gros plan, on n'y voit pas des femmes nues, on y voit des gens qui se recueillent près d'une tombe. Un enterrement. Et pourquoi ça choque? Ça choque parce que ce sont des gens normaux qui sont représentés là et qui sont représentés avec la même taille, la même dimension que pouvaient l'être les rois, les reines, les princes, les saints, les figures bibliques et ainsi de suite. Et là, ce sont des gens du peuple ou des bourgeois. Enfin, ce sont des gens ordinaires qui sont représentés dans une scène tout à fait ordinaire. Et cette image a choqué parce que ça n'était pas la place de ces gens-là d'être dans la peinture noble. Voilà. Et je fais le rapprochement donc entre le texte d'Hugo, l'enterrement à Ornans, et ce que je m'efforce de faire au sein de l'Assemblée nationale. Voilà. Alors hier, jeudi, pour partir de ça, parce que c'est mon boulot, hier jeudi, j'ai fait un aller-retour à Marseille depuis Amiens dans la journée quand même, c'est un truc de dingo quoi, 5h du matin, retour minuit. Bon, pourquoi? Pour aller rencontrer les salariés et les cadres du Lidl de Rousset, donc près de Aix-en-Provence. Parce que là-bas, on a, j'y reviendrai longuement, je dépose une proposition de loi là, sur le burn-out qui sera discutée en commission le 24. Donc en fait, là, je vais faire des auditions, là, j'entre le 11, je viens d'être nommé rapporteur de la loi sur le burn-out, la proposition. C'était mercredi, jusqu'à mercredi matin prochain pour procéder à des auditions, puis je dois rédiger un rapport qui sera rendu dimanche prochain, donc dans 10 jours, pour dire un peu le rythme, ou un pré-rapport, sur lequel il va y avoir des discussions en commission le mercredi 24, et ensuite ça passera dans l'hémicycle le jeudi 1er février. Voilà le... Et donc, dans ce cadre-là, je m'applique à vouloir mettre du réel fortement dans mon rapport. J'ai fait le déplacement à Rousset. C'était une journée, je pense, j'ai un collaborateur qui m'a accompagné, et puis il y a des camarades qui étaient là. Je pense que c'était une journée marquante par la violence ressentie par les gens du management. Je vais juste donner une image de ça. Le nouveau directeur régional, quand il a été nommé, sur son bureau, à Lidl, là-bas, il n'y avait pas une photo de ses enfants, il n'y avait pas des tables de multiplication, il n'y avait pas des trucs comme ça. Il avait juste une petite statuette, sur laquelle on voyait un tireur. Bon, c'était la seule chose qu'il y avait sur son bureau. Et ce tireur était dans quelle direction? L'organigramme. L'organigramme avec ses cadres, avec ses employés et tout ça. Parce qu'il fallait, son objectif était de dégager du monde. Et il a réussi à dégager du monde, en les faisant partir en arrêt maladie, en dépression, et puis aussi, ça s'est terminé par un suicide, par le suicide de Yannick Sansonetti, et c'est pour ça qu'on voudrait que cette proposition de loi soit nommée proposition Sansonetti. Donc voilà, donc, ici dans cette pièce même, s'est déroulée un petit peu avant Noël, une rencontre avec des salariés de Coriolis, qui est un centre d'appel d'Amiens, et là aussi, les gens, ils racontent que leurs collègues pleurent tous les jours. Tous les jours, ils ont des collègues qui pleurent sur le plateau. Là, ce matin, je vais à l'audience du tribunal des prud'hommes, c'est l'audience solennelle de rentrée, machin. Et il y a un gars de chez Valeo qui me dit « Ah putain, mais l'an dernier, on a eu 3 suicides. » Et on est en train de s'habituer à ça. On s'habitue à cette situation. Je veux dire, je crois que c'est Yann Palak. Ça te dit quelque chose ou pas? L'autre, c'est Mohamed Bouazizi, il me semble. C'est le gars qui s'est suicidé en Tunisie, ouais. Tu vois, qui s'est immolé. Yann Palak, il me semble, vérifié, mais c'est un gars qui s'est immolé en 1968 ou à Prague. Et ce sont des noms qui ont fait le tour du monde. Parce qu'on savait qu'ils subissaient une violence politique. Eh bien, c'est comme si là, on a des gens qui subissent une violence managériale, mais que ça n'imprime pas de la même manière dans la société. On s'en fout. Ça fait partie, les suicides liés au travail, ou vraisemblablement liés au travail, ça fait partie de
c'est intégré à la société. Donc voilà, il faut s'appliquer, il faut faire l'effort constamment de regarder l'ordinaire comme étant extraordinaire. Qu'on ne s'habitue pas. Que ce qui fait le fond de nos vies, ce qui fait le paysage derrière nous, eh ben, on arrive à remettre ce paysage au premier plan pour dire non, ça c'est pas normal, on ne veut pas de ça. Donc voilà ma mission des prochaines semaines. J'en viens sur un petit autre truc, mais qui est lié à mon travail de député. Il y a eu un classement qui est sorti dans Capital sur l'activité des députés, les bons, les mauvais, tout ça. Je crois que je suis 71e, non? Ouais, oui, c'est Ou 74e, je sais plus, enfin je suis dans ce là. Donc sur 577, on va dire que c'est honorable, quoi. Maintenant, je refuse ce mode de classement, d'évaluation, de contrôle du travail parlementaire. Alors, il y a le nombre de fois où on intervient dans l'hémicycle, il y a le nombre de présences en commission, il y a le nombre de questions écrites posées, le nombre de questions orales. Je veux dire, mon déplacement chez Lidl, il n'est pas compris comme du travail parlementaire. Recevoir des salariés de Coriolis, dans cette évaluation-là, c'est pas compris comme du travail parlementaire. Or, il me semble que c'est par exemple une fonction essentielle. Au fond, ma sœur, elle a vu ça. Alors, il y avait une répartition du travail dans la famille. Ma sœur, c'est la bonne élève, mais alors vraiment top, quoi, tu vois. Je sais plus, mention très bien au bac, grandes écoles et machin, bon. Et puis, il y avait moi, c'était plus incertain, on va dire. Et quand elle a vu ça, elle m'a dit, mais finalement, c'est fait pour moi. Ça veut dire que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des bons élèves. Mais on n'est pas là pour être des bons élèves. On est là pour être des mauvais élèves. On est là pour être des remuants. On est là pour les empêcher de dormir. On est là pour faire vivre la démocratie, pour la bousculer, pour la chahuter. Et on ne fait pas ça avec des bons élèves. Donc voilà pourquoi, et je me suis mis en contact. Alors le magazine Capital, il effectue son classement à partir du travail d'une association qui s'appelle Regard Citoyen. Donc conformément à ma démarche, tu vois, quand je lis Écrit politique de Victor Hugo, j'écris à Franck Laurent qui fait la préface en disant, bah voilà, j'ai des interrogations. Bah là je leur ai dit, voilà, j'ai des interrogations sur la manière dont vous évaluez le travail du parlementaire, est-ce qu'on pourrait en discuter? Parce que, je veux dire, on a là des gens qui s'intéressent au travail des parlementaires. Donc je ne vais pas dire c'est la merde, tout ça. Non, il s'agit d'avoir une discussion avec eux pour dire, voilà, franchement, est-ce qu'on peut vraiment nous évaluer de cette manière-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de voir l'animation qu'on porte dans la démocratie seulement en termes de chiffres? Bon, voilà. Dernier point, et j'en viens à celui le plus essentiel. Et du coup, ils t'ont répondu ou pas? Ah oui, ils m'ont répondu, donc on va... Pardon. Ils m'ont répondu, donc maintenant c'est moi dans mon agenda qui est compliqué. On va trouver un moment pour avoir une vraie discussion, à quoi doit servir un parlementaire dans cette société. Voilà. Bon. Dernier point, le plus important, l'éviction de Guinoves. À la tête de l'équipe de France de rugby. Oui. Il y a des petits faits comme ça. Il est en marche, lui, je sais. Ah non. Il y a des petits faits comme ça, mais tu sais, ça me fait penser à Bourdieu, quand dans les questions de sociologie, il s'intéresse par exemple à la couture. Et il y a un journaliste qui dit, mais c'est vraiment une petite chose. Et Bourdieu, il dit, mais on peut voir des grands phénomènes dans des petites choses. Alors, à un moment, je me suis passionné pour l'histoire du rugby. Avec Ludovic Ninet, qui à l'époque était journaliste à l'équipe, un copain qui vient de publier un très beau roman, eh bien, on s'était mis à faire une enquête sur l'évolution du rugby. Qu'est-ce qu'il y a de passionnant là-dedans? C'est que j'ai écrit un bouquin sur le foot, la mondialisation dans le football, comment ils nous ont volé le football, mais dans le rugby, ça se vit sur l'échelle d'une génération, l'entrée du fric. Dans le football, ça traîne entre les années 60 et les années 90, on va dire, ça prend 30-40 ans, il y a plusieurs générations de joueurs et tout ça. Là, il y a des joueurs qui, dans le rugby, ont connu quasiment un truc amateur, puis un truc professionnel avec un paquet de fric à l'intérieur. Donc, c'est passionnant de voir la transformation d'un champ, là, sportif. Bon, moi, par ailleurs, je veux dire,
j'ai passé des super moments quand j'étais jeune, dans les années 80, à regarder les matchs de l'équipe de France avec Serge Blanco et Jean-Pierre Rive, quoi. Ça ne peut pas ne pas rester en mémoire. Des victoires contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du Monde, des trucs comme ça. Bon, enfin bon. Et donc, on avait mené une très grosse enquête, trop grosse peut-être, parce que résultat, on avait tellement de données, on avait tellement fait d'entretiens avec d'anciens entraîneurs, Marc Livremont, Pierre Albaladejo, des gens comme ça, que on n'a pas eu le temps, je sais pas, j'étais déjà embarqué dans Merci Patron, un truc comme ça, on n'a pas eu le temps de procéder à la synthèse, un véritable travail autour de l'évolution du rugby. Mais le fait que l'équipe de France se porte aussi mal, et depuis autant d'années, avec une succession permanente d'entraîneurs, ça n'est pas le fruit de hasard. C'est le fruit d'un effet de structure. C'est la thèse centrale de notre livre. C'est qu'au fond, le fric est tellement entré dans le rugby français, en particulier français, il y a eu tellement de fric de mis dans les clubs, le top 14 est le championnat le plus riche du monde, à tel point que ça attire les joueurs anglais, les joueurs sud-africains, les joueurs néo-zélandais, les joueurs australiens et ainsi de suite, que ce qui s'est passé, c'est un glissement du centre de pouvoir de la fédération, de l'équipe de France, ce qui est structuré autour des clubs et des clubs amateurs et surtout de l'équipe de France, vers le top 14. Et il y a eu un glissement d'argent, mais aussi le centre de gravité en termes de pouvoir s'est déplacé de ce côté-là. Du coup, il n'y a plus d'efforts de formation pour former des nouveaux joueurs, parce que, enfin un moindre effort, parce qu'on pouvait en acheter ailleurs avec le pognon qu'on avait dans le top 14. Il y a eu une moindre mise à disposition des internationaux pour l'équipe de France, parce que les clubs les retenaient davantage. Il y a eu un chevauchement du championnat de France avec les compétitions internationales de manière complètement démente. Enfin, il y a eu... et donc, à l'échelle d'un sport, et il y a des choses plus graves, je n'en doute pas, mais à l'échelle d'un sport, on voit comment on accepte le délitement, je dirais, de la nation au profit du pognon. Ça se voit dans le rugby français. Et il y a une espèce de dénégation collective aujourd'hui. Je pense que tout le monde le sait. Et la cause d'ailleurs, la cause de l'éviction de Guinoves par Bernard Laporte. Bernard Laporte qui est l'incarnation vivante du rugby pognon. Tu vois, eh bien, la cause c'est il n'a pas été assez en communication avec les entraîneurs du top 14. Ça veut dire, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir mis son genou à terre assez régulièrement devant les entraîneurs du top 14. Eh bien, là c'est... Et le truc, la fédération, là, Laporte a dit il y aura un collectif d'entraîneurs du top 14, grosso modo, pour gérer l'équipe de France. C'est la fédération est ravalée par là où il y a le pognon, c'est-à-dire par les clubs. Et donc là, on a affaire à un très fort effet de structure, et tant que le politique ne se mettra pas à l'intérieur de ça et décidera pas qu'il faut libérer l'équipe de France de cette gang, et de ce gang, je dirais que je crains que les résultats de l'équipe de France ne s'améliorent pas. Donc il faut une intervention politique au milieu du pognon. Et je pense que c'était le point essentiel que vous retiendrez de ce bulletin. Je vois déjà la une des journaux de demain, quoi. On sort enfin devant une intervention. Voilà, mais bon, on pourrait creuser ce grand dossier. Mais vous verrez. Parce qu'en plus maintenant, allez hop, on est parti. Et même, de toute façon, ça a été tellement atterré que Guinoves, il réagit de cette manière-là. J'ai pas de sympathie particulière pour lui. Il dit, mais moi, on m'a demandé... Enfin, moi, je gérais le truc là, mais bon, l'objectif, c'est la Coupe du Monde. Depuis qu'il y a la mise en place de la Coupe du Monde, c'est comme si tout ce qu'il y avait entre-temps, on s'en foutait. Tu vois, le seul truc intéressant, c'est la Coupe du Monde. Mais putain, pardon maman... Perdre tous les ans contre les Anglais au tournoi des destinations, c'est pas un problème, ça peut-être. On n'a pas honte. On perd contre les Anglais, des fois on perd même contre les Italiens. On perd contre les Gallois, on perd... Non mais stop quoi. Où va la France? Bon allez, je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête là, c'est ça. Allez, au revoir, puis à la semaine prochaine, on verra si on fait le curling la semaine prochaine.